La question est qui est ce type? On sait rien. Voilà. Qui est ce type qui passait pour un gendre idéal, très modéré, genre une sorte d'intellectuel un peu désargenté, bien qu'il ait travaillé dans la banque, mais en gros c'était pour se familiariser avec le monde de l'économie, donc il est compétent, donc un philosophe intellectuel qui s'y connaît en économie. Or c'est pas du tout ça, les gens le sentent, les gens sentent qu'il a beaucoup menti, qu'il ment avec un naturel et un aplomb assez stupéfiant, et pourtant il y a des maîtres en la matière. Mais alors lui, c'est un niveau... même Richard Ferrand, qui vient de nommer au Conseil constitutionnel, je disais dans la presse récemment qu'il le disait, qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui ment de manière aussi efficace. Juste avant de te laisser avec l'invité, je tenais à te rappeler que l'Étincelle Média est un média totalement indépendant qui vit grâce aux dons et aux abonnements de ses abonnés. Alors si tu souhaites nous soutenir, ça se passe dans la description, c'est le premier lien, ou dans l'espace commentaire. Tu pourras nous soutenir à partir de 3,99 € par mois et ça nous permet d'inviter davantage de personnes, davantage de chercheuses, davantage de chercheurs, ainsi que des artistes et de traiter de davantage de sujets. On fait également des reportages et tout ceci nécessite un coût. Donc si tu apprécies notre travail, au-delà de l'abonnement sur YouTube et ta plateforme d'écoute préférée, pense à t'abonner et à nous soutenir financièrement, ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer notre travail. Marc Joly, je suis très content de te recevoir sur l'Étincelle Média, un média pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Tu es sociologue, chargé de recherche au CNRS. Je te reçois pour le bouquin La pensée perverse au pouvoir que tu as publié l'année dernière aux éditions Anna Mosa, dans lequel tu analyses Emmanuel Macron et sa perversité. C'est un bouquin qui suit un travail que tu as déjà fait sur la perversion narcissique et il s'appuie énormément sur les travaux du psychiatre et psychanalyste Paul-Claude Racamier, qui a conceptualisé notamment la notion de pervers narcissique. Est-ce que tu peux nous expliquer, avant d'en venir à ce travail, sur la manière concrète que recouvre ce concept, et surtout quels ont été les apports de Racamier sur ce concept? Alors c'est un concept que Racamier a défini dans les années 80, mais sur lequel il réfléchissait bien avant, autour d'une réflexion sur les psychoses. À la fois l'origine des psychoses et puis la signification psychopathologique de la psychose par rapport à d'autres troubles, et notamment par rapport à la perversion. Donc il raisonne sur un continuum psychopathologique qui va de la psychose aiguë à la perversion narcissique, voyant la perversion narcissique à la fois comme quelque chose qui est de l'ordre d'une défense contre la psychose, ou qui peut être à l'origine de la psychose dans des entités familiales. Avec une petite ambiguïté là-dessus. Bon, alors la définition de la perversion narcissique, le plus simple, ce serait que peut-être que je vous la... Ouais, que je dis pas de souci. Que je te la... Parce que elle est technique et en même temps, elle est assez simple à comprendre dans le sens où elle met l'accent sur quelque chose qui se joue dans le cadre d'une interaction. Surtout qu'on en entend beaucoup parler, mais sans jamais trop mais j'expliquerai, définir, ouais. Enfin, si tu veux, j'expliquerai qu'est-ce que j'ai fait comme sociologue avec cette catégorie. Ouais. Enfin, qu'est-ce qu'un sociologue peut faire avec une catégorie psychopathologique qui se trouve faire l'objet d'usages sociaux assez vastes, qui circulent dans les médias, dans la société, dans les conversations. Alors, pour Racamier, la perversion narcissique, c'est une organisation psychopathologique. Alors, c'est une catégorie, de psychopathologie clinique, pour être vraiment le plus précis possible, qui définit une organisation. Alors, pour Racamier, une organisation, c'est ce qu'il appelle une structuration psychique. Une organisation durable ou transitoire, caractérisée, alors je suis précis parce que les 3 points qui suivent sont importants, caractérisée par le besoin, la capacité et le plaisir de se mettre à l'abri des conflits internes, et en particulier du deuil, en se faisant valoir au détriment d'un objet manipulé comme un ustensile et un faire-valoir. Ouais. Cette définition paraît assez générale quand même quand on la cite comme ça, mais elle s'est trouvée renvoyée à des vécus spécifiques. Des vécus dans le cadre d'interactions qui commencent à se configurer sur un mode égalitaire, un mode de compréhension mutuelle. C'est vraiment le modèle de la configuration conjugale, de la relation de couple, qui commence plutôt bien,
et puis qui au fur et à mesure tente à se déséquilibrer, mais à se déséquilibrer sur un mode un peu inédit. C'est-à-dire pas un mode de domination brutale, absolue, affiché d'emblée, mais quelque chose de plus sournois, de plus insidieux. Quelque chose qui consiste à faire porter à l'autre des affects, des problèmes, des conflits qui ne sont pas gérés et qui sont transférés dans l'autre. Et ce qui est intéressant chez Racamier, c'est la dimension interactive de sa pensée. C'est-à-dire qu'il ne pense pas le psychisme comme quelque chose d'isolé, il pense le psychisme comme quelque chose en relation, il s'intéresse aux relations interpsychiques, il s'intéresse à ce qui se joue dans les interactions, et il se trouve qu'il y a des interactions qui se configurent de telle manière où une des parties prenantes se trouve porter des problèmes qui ne sont pas à elle. Voilà. C'est ça que donne à penser la perversion narcissique. Toi, en tant que sociologue, qu'est-ce qui t'a intéressé en fait du coup dans ces travaux parce que du coup, c'était des travaux plutôt psychiatriques, plutôt psychanalytiques. Qu'est-ce qui t'a intéressé et à quel moment tu t'es dit en sociologie ça peut avoir des apports, ça peut être utile aussi dans ta compréhension? Alors, d'abord, comme sociologue, on est assez basique. Ouais. Quand il y a une catégorie comme ça qui circule dans l'espace public, on essaye de comprendre d'où elle vient. Voilà. Donc on s'intéresse à l'espace particulier. Là, Racamier, c'est un psychiatre, c'est un psychanalyste. Il est situé entre le champ psychiatrique, médical et le champ de la psychanalyse. Le champ de la psychanalyse française a certaines spécificités structurelles par rapport à d'autres champs, le rapport à la philosophie, le rapport à la littérature. Bon. Donc, l'œuvre de Racamier, on peut la situer dans un espace avec ses propres caractéristiques, sa propre histoire, et lui a une trajectoire dans un espace prédéfini, avec certaines ressources, certaines compétences, une histoire familiale, une formation. D'ailleurs, t'en parles dans le bouquin. Oui, bien sûr. Donc il y a tout dans. Alors c'est pas dans celui-là, mais dans la perversion narcissique, études sociologiques, qui est le livre sur lequel repose celui-là en fait. J'ai fait toute une enquête sur Racamier, parce que pour comprendre la réception d'une catégorie, je pense qu'il est important de comprendre ses conditions de production. Comprendre les conditions de production de la catégorie permet, alors c'est un pari, mais permet de comprendre les usages. Et l'idée, c'est qu'il y a forcément un lien entre la structure de la catégorie et les usages. Ouais. Bon, donc première chose pour un sociologue, on a une catégorie psychopathologique, une catégorie de l'entraînement psychanalytique, une catégorie psy, comme on dit. Voilà. D'où elle vient, dans quel espace de position elle a été constituée, qu'est-ce que celui qui l'a constituée a voulu faire en la mettant en avant à tel moment, etc., par rapport à qui il se situe. C'est une catégorie, c'est une prise de position dans un champ. Voilà. Donc, cette catégorie de perversion narcissique, ce que j'ai pu montrer, c'est qu'elle procède d'un travail au long cours. Elle travaille d'une expérience clinique très riche. C'est pas un truc qui a été inventé sur un coin de table. C'est quelque chose de sérieux, ouais. De sérieux. Voilà. Déjà, ça éclaire ce qu'il en sera fait ultérieurement. Et ça éclaire d'ailleurs la réception, parce qu'il se trouve que la catégorie a été mobilisée par des psychiatres, par exemple, et ça explique le début de la circulation de la catégorie dans l'espace médiatique, ouais. Deux psychiatres. Une psychiatre qui travaille plutôt en libéral, oui, exclusivement en libéral, et beaucoup avec une patientèle féminine, qui est Marie-France Irigoyen, okay. Et qui écrit le harcèlement moral, et puis un expert des tueurs en série, Maurice Zaguri, Daniel Zaguri, pardon. Ouais. Daniel Zaguri, qui utilise la catégorie. Voilà, parce qu'elle lui permet de bien profiler les tueurs en série avec d'autres catégories. Bon. Ça, c'est une première chose. En sociologie, on peut enquêter sur les savoirs scientifiques, sur les champs de production culturelle, enfin bon, sur un ensemble d'univers qui ont leur loi propre. Et on ne comprend pas cette catégorie si on ne la situe pas dans son champ. Bon. Ensuite, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est dans une phase intermédiaire du travail, c'est, bon, on sait que c'est une catégorie un peu à la mode. Ouais. On le sait, on en a tous entendu parler.
je sais pas, dans des discussions entre amis. Il y a même des émissions où les gens viennent en parler. Ouais. Voilà, exactement, des émissions. Il y a même des comiques maintenant qui utilisent la catégorie, qui s'en amusent. Donc, elle existe socialement. Quand on fait un travail qui vise à objectiver les pôles d'usage de cette catégorie, donc on fait de l'analyse textuelle, on reconstitue la circulation médiatique, par exemple, de la catégorie, en constituant des corpus de texte, un travail un peu ingrat, mais il faut le faire. Bon, ce qui apparaît, c'est que c'est une catégorie très genrée. Et par rapport à d'autres catégories, comparables, très genrées. Très masculine, du coup. Très masculine, et centrée sur les relations conjugales. Ok. Plus que sur d'autres types de relations. Dans l'univers du travail, du monde professionnel, alors parfois on a des articles sur comment gérer un cadre pervers narcissique, mais c'est plutôt harcèlement moral qui a pris, ou management toxique. Il faut savoir qu'on a tout un réseau conceptuel en fait, qui s'est constitué pour mettre des mots sur des types de comportements et de paroles qu'on n'accepte pas, qu'on considère comme des comportements et des paroles qui portent atteinte à l'intégrité psychique, à sa propre intégrité psychique et à ce qui est censé être une relation équilibrée aujourd'hui dans les différents espaces auxquels on appartient. Donc on s'est donné tout un ensemble de concepts. Pervers narcissique en fait partie, emprise, déni, management toxique, conjoint toxique. Il y a tout un ensemble de concepts qui servent à ça. En fait, harcèlement moral, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc pourquoi, et ça c'est la question sociologique, pourquoi ce caractère très genré et pourquoi ce caractère plutôt centré sur les relations conjugales? Voilà. Ça c'était la question sociologique que j'avais à résoudre. Je ne sais pas si j'enchaîne tout de suite ou si tu peux faire... Justement, c'est par rapport à ces travaux et tout, comment t'en es venu justement à étudier Macron? Parce que du coup, personnalité politique, et justement, comme tu viens de le dire, on rattache souvent le concept de pervers narcissique aux relations de couple. D'ailleurs, la plupart du temps, on parlait des articles, des émissions où justement des personnes interviennent pour dire voilà, mon conjoint est pervers narcissique, voilà comment j'ai pu ou plus ou moins m'en sortir, etc. Là où en fait on s'imagine pas forcément, même si on ressent forcément, et d'ailleurs tu montres à travers de certains exemples dans le livre, qu'il y a quand même un ressenti de la population vis-à-vis de ce personnage politique en particulier, même si je trouve, et on pourra peut-être en parler après, il y avait aussi des personnages politiques avant aussi où on ressentait quand même un basculement, et t'en parles justement de ce basculement entre la violence symbolique à une violence beaucoup plus morale. Comment toi t'en es venu justement à Emmanuel Macron? Quel était le point de départ où tu t'es dit il y a quand même quelque chose avec ce personnage? Tu as utilisé un mot, c'est ressenti. Ouais. Il y va d'une évolution générale des seuils de sensibilité, de ce qu'on accepte ou pas dans le cadre des relations. Ouais. Donc c'est pas moi qui ai eu l'idée de faire ce rapprochement, c'est les gens en fait. Ouais. Alors évidemment que le fait de travailler sur cette catégorie de perversion, quand j'y pense, je me dis mais j'ai travaillé sur cette catégorie-là à partir de 2016-2017 sans faire le lien avec l'arrivée au pouvoir de Macron. Il était encore assez au début en plus. En fait, depuis qu'il est au pouvoir, je travaille sur ça. Même si ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir maintenant. Non, mais c'est bon. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui se joue dans les structures sociales, dans les représentations, dans les sensibilités. Voilà. Ce qui est en jeu, c'est le fait que les principes qui légitimaient le pouvoir sont des principes qui sont discutés, qui ne vont plus de soi, qui n'ont plus l'évidence qu'ils recouvraient antérieurement, et qui assuraient aux dominants une sorte d'assise. L'assise des dominants et donc leur sécurité psychique, ça ne va plus de soi. C'est discuté. C'est discuté parce que le niveau éducatif a progressé, s'est accru, parce que les inégalités entre les sexes, par exemple, se sont quand même réduites. Ouais. Même si... En fait, si vous voulez, tout procède de ce qui s'est joué dans les années 80-90, où on était à deux doigts de tenir quelque chose de très fort dans l'histoire humaine, et notamment dans l'histoire des rapports de sexe, c'est l'égalité. Ouais. Je veux dire,
à partir des années 70-80, sur le plan du droit, c'est égalité parfaite, normalement, entre les hommes et les femmes. Je pense que c'est le cœur du processus. Et les rapprochements que je peux faire avec ce qui se joue dans d'autres domaines procèdent de ce sentiment que le cœur des processus qu'on est en train de vivre, c'est vraiment cet enjeu de l'égalité entre les sexes, et plus largement de l'égalité. L'égalité entre les peuples, enfin voilà, l'égalité. C'est ça le problème. Donc, que faire? Alors, excuse-moi, il ne faut pas que je perde le fil de ce que je voulais dire. On a un moment où l'égalité est à portée de main, et c'est ce moment-là, les années 90, où le capitalisme financier devient complètement débridé, où les inégalités économiques vont s'accroître. Et en fait, les inégalités économiques s'accroissent parce que les inégalités hommes-femmes s'accroissent sur le plan économique. Là, précisément, dans le domaine du travail, où elles étaient censées décroître, puisque l'accès au monde du travail, puisque le niveau éducatif, on était arrivé à des situations beaucoup plus égalitaires par rapport aux sociétés antérieures, au droit, enfin, à la morphologie du monde du travail, et à ce qu'il en était des politiques publiques et du droit. Bon. Donc il se joue quelque chose comme une résistance, une résistance, on va dire, des dominants. Une résistance des dominants qui prend différentes formes. Et parmi ces différentes formes, il y a ce que j'appelle la violence morale, c'est-à-dire une manière de dominer, d'imposer sa domination par la disqualification de la parole de l'autre. Et ça inclut la disqualification du savoir. Parce que, fondamentalement, on ne peut plus empêcher les gens de se saisir des connaissances, on ne peut plus empêcher des groupes anciennement minorés, les femmes, enfin les racisés, de prendre la parole. Et de prendre la parole, non seulement en exprimant un point de vue personnel, mais un point de vue étayé sur des connaissances factuelles, sur plein de choses. Donc, dans ces conditions-là, dominer suppose de disqualifier la parole de l'autre, suppose de disqualifier la vérité, le savoir, la vérité de ce que sont les autres. On ne peut pas nier leur existence, mais on doit nier la valeur de leur parole. On le voit en 2005 notamment, avec justement où il y a eu quand même tout un débat, il y a eu une réflexion dans le débat public, où justement, comme tu dis, il y avait cette volonté d'aller chercher de partager des connaissances autour d'un sujet qui concernait tout le monde, mais de l'autre côté, il y avait cette violence de dire, en fait, non, vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. C'est très intéressant, ça. 2005, je pense que c'est vraiment un point de rupture, parce que dans ce processus-là, alors c'est des processus inconscients de résistance, ce qui s'est constitué, et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de développer dans le livre, parce que c'est d'abord et avant tout un livre de sociologie, je ne fais pas la psychologie de Macron. Ce qui m'intéresse, c'est les processus sociaux qui sont derrière. Et ce qui s'est joué, c'est la mise en place d'un système de pouvoir au niveau européen qui, constitutionnalise la politique économique, la politique monétaire, la politique budgétaire. Donc il existe de fait une souveraineté, c'est marrant parce que Macron parle toujours de souveraineté européenne, de fait elle existe dans le domaine économique et budgétaire. Elle existe. À partir du moment où la politique monétaire dépend de la Banque Centrale Européenne et où la Commission Européenne supervise les politiques budgétaires, de fait, on a une souveraineté européenne. Mais cette souveraineté, en fait, c'est une souveraineté qui fonctionne en étant déconnectée des souverainetés populaires nationales. C'est ça le propre de cette souveraineté-là. C'est une souveraineté purement élitaire. Bon. Et ça, on l'a vu en 2005. C'est-à-dire qu'en 2005, en fait, je pense que Chirac, quand il propose le référendum, il pensait que ça ne pouvait que passer. Mais en fait, il n'y a pas de réponse possible à un référendum qui porte sur un système de pouvoir qui fonctionne fondamentalement au consensus. Et à partir du moment où un traité est signé, il ne peut pas être refusé. Puisque tout se joue en fait dans la négociation. Une fois qu'un traité au niveau européen est signé, si la souveraineté nationale s'y oppose, ça fait turbuler le système. C'est-à-dire le système ne peut plus fonctionner. Parce qu'il fonctionne fondamentalement au consensus. Donc voilà, c'est mis en... Et donc
on l'a vu sans vraiment le voir en 2005. Et c'est vrai que c'était fascinant de voir. Toi, tu étais jeune. Ouais, je m'en rappelle plus. Tu étais très jeune. Tu étais à peine né, peut-être, mais moi, je m'en souviens bien. Et c'était fou de voir que. Parce qu'à l'époque. J'ai eu une expérience dans la politique européenne. Je crois que mon premier souvenir, c'est 2007. Mes souvenirs politiques avec Sarkozy, c'est Ségolène Royal. Ouais. Quelle campagne. Mais les gens avaient envie de se saisir de ça. Et en même temps, il y avait une forme de naïveté. C'est pas du tout critique ce que je dis, mais il y avait une forme de naïveté parce que de fait, on n'avait aucune marge de manœuvre. On n'avait aucune marge de manœuvre. La vérité, c'est qu'on ne peut rien faire. Mais ça symbolise ça. Donc, ce qui se joue, c'est dans ce qu'on vit depuis une grosse vingtaine d'années, effectivement. Il y a quelque chose qui se joue depuis 20 ans. La société dans laquelle on vit, c'est cette société où se diffusent toutes ces catégories. C'est une société où se diffuse un nombre de connaissances incroyables, avec des domaines où on arrive à des... alors, c'est aussi des formes de consensus, d'une certaine manière. Des formes de consensus, mais qui reposent sur le savoir. Par exemple, la question du réchauffement climatique et le fait qu'il va falloir quand même qu'on fasse un gros effort de réduction de la consommation d'énergie fossile pour s'en sortir. Tout le monde le sait, c'est établi. C'est établi. Donc voilà, il y a tout ça qui cohabite. C'est une période de cohabitation de formes de certitudes qui ont des logiques totalement antinomiques. La certitude d'une élite qui ne veut pas, donc en gros, une classe capitaliste, occidentale, blanche, masculine, enfin c'est vraiment ça. Qui ne on le ressent encore plus aujourd'hui. D'ailleurs. Totalement. Donc comme si c'était un chant du cygne. Ouais. Donc comme si c'était peut-être un très très mauvais moment à passer, ou bien quelque chose qui va créer une régression, on ne peut pas savoir. Et des groupes qui prennent la parole, qui s'expriment, une créativité, des formes de consensus scientifique qui devraient pouvoir éclairer l'action publique si elle était vraiment rationnelle comme elle prétend l'être, au nom d'une raison qui est totalement idéologique. On est là, on est en plein là-dedans, et on a en même temps un mouvement aussi fort que MeToo, un retour du masculinisme, une perversion des idées égalitaires, enfin, voilà, tout ça cohabite. À quel moment, parce que par rapport à cette classe élitiste, cette classe capitaliste, à quel moment il y a ce basculement, parce que tu parles dans le coup, c'est dans les années 90, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que par exemple dans le cheminement qui mène à Macron, on a comme l'impression que ça avait déjà un peu commencé sous Hollande, où il y a de plus en plus cette idée que cette violence, comme tu parlais tout à l'heure, cette assise est instable, et que la violence symbolique ne suffit plus et qu'on est obligé de réapprendre justement par une violence réellement pour le coup physique, une violence de plus en plus morale, et ça s'est accentué encore plus sous Macron. Et puis après, il y a une question qui me venait pendant la lecture du bouquin, c'était est-ce que c'est la politique qui renforce ces personnages ou si c'est au préalable, c'est quelque chose qui arrive bien avant? Alors moi je pense que la politique et le monde de la finance attire des pires. Voilà. Et le parcours de Macron d'ailleurs est tout à fait... banquier d'affaires et tout. Ouais. Évadé fiscal plus que probable. Ouais. Il y a plusieurs millions, on ne sait pas où ils sont passés. Mais là je lisais récemment un article que m'a envoyé un type super qui vit à Bruxelles. Donc c'est en ligne, hein, il a diffusé, il a fait une enquête extrêmement fouillée. Il explique logiquement pourquoi Macron a menti sur ce qu'il a gagné quand il était à Rothschild & Company. Il avait un statut très privilégié et de toute évidence le fameux deal Pfizer-Nestlé, il n'a pas déclaré ce qu'il a touché. Alors, il n'aurait pas déclaré ce qu'il a touché. Disons que la démonstration que fait ce Christian Savestre, je ne sais pas si j'ai cité son nom. Non, mais on pourra mettre aussi son enquête. Honnêtement, mettez le lien parce que c'est en ligne. Hein, c'est en ligne. C'est assez saisissant. Assez saisissant. Donc, si vous voulez, on a d'un côté
la nécessité pour continuer à dominer de procéder par un ensemble de billets. Ouais. C'est comme s'il y avait une homologie entre la violence morale, la manipulation dans le couple, et l'opacité du système financier, de toutes ces filiales. Enfin, je veux dire, Rothschild & Company, ils ont une centaine de filiales. Et c'est opaque en plus. Totalement opaque. Totalement opaque. Alors, il y a des trucs qui sont légaux. Je veux dire, c'est une société en commandite simple, donc elle n'a pas besoin de rendre public ses comptes, par exemple. Ce qui pose quand même un gros problème, je trouve, personnellement. Et je crois qu'ils ont même un accord avec l'administration fiscale pour ça. Alors, il y a ça qui joue. Il y aurait ça, et sur lequel, enfin, c'est très mystérieux aussi. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un problème. Alors, je dévie un petit peu en disant, ça explique aussi le problème que les gens ont par rapport à Macron. La question est qui est ce type ? On sait rien. Voilà. Qui est ce type ? Qui est ce type qui passait pour un gendre idéal, très modéré, genre une sorte d'intellectuel un peu désargenté, bien qu'il ait travaillé dans la banque, mais en gros c'était pour se familiariser avec le monde de l'économie, donc il est compétent. Donc un philosophe intellectuel qui s'y connaît en économie. Or, c'est pas du tout ça. Les gens le sentent. Les gens sentent qu'il a beaucoup menti, qu'il ment avec un naturel et un aplomb assez stupéfiant, et pourtant il y a des maîtres en la matière. Mais alors lui, c'est un niveau... même Richard Ferrand, qui vient de nommer au Conseil constitutionnel, je disais dans la presse récemment qu'il le disait, qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui ment de manière aussi efficace que Macron. Bon, si même Richard Ferrand le dit. Il va dire par exemple l'héritage, oui, vous avez totalement raison, il faudrait taxer l'héritage, et de l'autre côté dire ah bah non, il faut pas du tout, il faut arrêter. Il est capable de dire tout et son contraire en fait. Oui. Tout en ayant une ligne directrice dont il ne déviera jamais. Sa seule ligne, c'est l'exercice d'une autorité indiscutable autour de sa personne, valorisant sa propre personne. Par exemple, tu parles de Brigitte Macron aussi, qui joue un rôle important aussi dans cette construction-là. Oui, son rôle, c'est de le valider dans cette idée de toute puissance et d'omniscience. Il sait tout, il peut tout. Voilà. Et elle est là pour le valider dans cette idée de lui-même qu'il a, et aussi de le rassurer par rapport à l'image que peuvent lui renvoyer d'autres personnes. Parce que ce qui est assez impressionnant chez Macron, c'est le nombre de fois où on l'a renvoyé à sa propre incompétence, à ses propres limites. Ouais. Je veux dire, là, on enregistre, on peut le dire, le lendemain de son allocution réaction aux annonces de Trump et tout. Du 6 mars. On est le 7 aujourd'hui ? Non, on est le 7. Ouais, le 7. Donc hier soir, mercredi 6 mars, Macron était à la télévision pour nous expliquer la situation dans laquelle on est. Alors il est trop tôt pour savoir ce qu'il en est vraiment. Et ce qui est frappant, c'est que pour lui, le summum, l'apogée du pouvoir présidentiel, c'est-à-dire le pouvoir de commandement, la capacité d'envoyer des forces armées sur le terrain, éventuellement même de déclencher le feu nucléaire. Donc cette fonction de chef des armées, pour Macron, on a l'impression que cette apogée du pouvoir présidentiel, ça l'enivre tellement qu'il ne comprend pas que ce n'est pas le tout du pouvoir présidentiel. Pour lui, tout devrait être sur ce modèle-là. Et c'est là où il y a un problème dès qu'on l'écoute, parce que moi, je ne suis pas compétent pour savoir exactement ce qu'il en est de la guerre actuelle, de cette... Qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce qu'il va y avoir une négociation ? Est-ce qu'il va y avoir un traité de paix ? Et normalement, en plus, il doit être entouré en plus pour ça, pour prendre de telles décisions. Il est évidemment, on peut imaginer qu'il est très très bien informé.
et qu'il est très très bien informé par des gens très très sérieux. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Néanmoins, il y a un problème du point de vue de la réception de son discours, qui est, si vous voulez, l'espace de pertinence de cette posture de chef. Elle ne peut pas être valable pour tous les domaines de l'action publique. Et c'est là où il faut arriver à faire à établir des différences, à ne pas être sur le même registre sur tous les domaines. Parce que si on est sur ce registre-là, eh ben on est en dehors de la démocratie. Ouais. On est en dehors de la délibération publique. Et par exemple, moi j'étais frappé hier soir par le fait qu'il parle de la fiscalité. Pourquoi ? Enfin, je veux dire, il n'était pas obligé de rentrer à ce niveau-là de détail s'agissant d'augmenter le budget de la défense. D'ailleurs, si on était vraiment en économie de guerre, et si on était vraiment en guerre, s'il y a une chose dont on est sûr, c'est que quand il y a guerre et économie de guerre, les riches sont invités, les ultra-riches, les riches sont invités à contribuer assez largement. Et d'ailleurs, c'est malheureusement dans les situations de guerre que les réductions des inégalités entre patrimoines est souvent possible. Soit grosse crise, soit guerre. Ça, Piketty le montre très bien dans son livre. Ouais. À part ces moments-là, il y a une forme de loi qui fait que les patrimoines ne cessent d'augmenter. Et ça creuse les inégalités. D'où d'ailleurs cette idée de taxe Zuckman qui est extrêmement bien pensée, qui vise à faire en sorte que les patrimoines les plus élevés contribuent normalement en fonction de ce qu'ils sont. Surtout qu'aujourd'hui, on est dans un capitalisme de plateforme où les rentes, elles se sont complètement démultipliées. Elles peuvent devenir justement, par exemple, là, on va publier sur YouTube. YouTube va derrière... Par exemple, le créateur va toucher qu'une toute petite partie, là où YouTube va générer des plus gros revenus. Bien sûr. Et ce qui alimente forcément des patrimoines de plus en plus colossaux. C'est ça qu'il faut arriver à endiguer. Voilà. Et en disant on ne va pas augmenter les impôts, en fait, ils protègent les intérêts de ces gens-là. Donc, c'est problématique. Et comme en plus, il faut toujours qu'il ait raison, parce qu'il a un peu merdé sur la question de l'ambiguïté stratégique il y a un an quand il parlait de ça, c'était maladroit sa manière de formuler les choses. Là, la parole est plus maîtrisée, j'ai trouvé. Au début, en tout cas, c'était plus maîtrisé. Néanmoins, il y a un problème dans ce qu'il suggère, c'est-à-dire j'ai raison tout le temps, raison sur tout, y compris sur la question de la réforme des retraites. En gros, il a sous-entendu qu'il fallait arrêter avec cette idée de réforme des retraites, et même il essaye de faire passer l'idée qu'il va falloir encore augmenter l'âge légal de départ à la retraite. Donc voilà, c'est ça le problème. Et c'est l'exemple parfait où il a dit et tout et son contraire, parce que au premier mandat il dit non, il faut pas augmenter l'âge légal de départ à la retraite. Tu le dis dans le bouquin, tu lui dis que il avait dit ça en conférence de presse. Finalement, il revient, et le pire c'est qu'il revient en 2022 avec une proposition, cette proposition forte, mais en fait qui est une proposition qui fait beaucoup de mal aux gens. Et il insiste, c'est comme s'il voulait gagner un duel vis-à-vis des Français. C'est tout à fait ça, tu as raison. Il faut toujours qu'il personnalise les choses. Tout est personnalisé. Ouais. Son rapport à la population, son rapport aux autres chefs d'État, c'est trop personnalisé. Alors ça, c'est une vraie inquiétude. C'est-à-dire, deuxième chose qui peut inquiéter, c'est je l'ai déjà dit, mais c'est les connaissances. Par exemple, tu vois, sur la question des retraites, on a les connaissances qui permettent de dire c'est pas vrai quand il dit que c'est la seule réforme possible, celle qu'il a préconisée, parce qu'il y a d'autres leviers, d'autres possibilités, d'autres choix. Voilà. Donc il n'y a pas un seul choix. Voilà. Sur les questions militaires et la question de la guerre, je pense que d'abord c'est des questions où la connaissance objective est quand même assez compliquée. Je sais pas, moi, qui est capable d'avoir une idée très claire, à part le fait qu'il y a un agresseur, un agressé, que le droit international n'a pas été respecté, on peut avoir la boussole du droit international. Les mêmes pays qui se revendiquent du droit international le nient s'agissant de Gaza. Donc, problème aussi, mais problème de cohérence. Donc, c'est difficile d'avoir une idée juste de ce
qu'il convient de penser et de faire dans la situation actuelle, parce que voilà, l'état des connaissances est quand même fragile, même s'il y a des éléments. Et puis, il y a des temporalités différentes qui sont mélangées dans le discours de Macron. Ouais. Et alors, bon, je ne pense pas qu'on ait abordé toutes les questions que tu voulais aborder dans ton entretien. Et puis, on a très peu de temps. Parce que, mais le propre, et c'est tellement riche en plus. Mais le propre de la perversion, c'est précisément de mélanger les temporalités. Ouais. Et là, hier, c'était assez frappant parce que c'est clair qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de l'urgence. Et il y a des choses où Macron nous projette dans les décennies à venir. Or, il n'y a pas de certitude. Et c'est ça, c'est-à-dire la capacité à nous donner les moyens de voir clair dans ce qui doit se jouer à court terme, dans ce qui se joue à plus ou moins long terme. Je trouve que c'est un peu insécurisant. Après, je pourrais faire une analyse du vocabulaire de certaines expressions, mais on n'a pas le temps. Mais ça me frappe beaucoup. Ouais. Bah, de toute façon, tu donnes plein d'exemples dans le bouquin, et puis même en fait, il y a aussi quelque chose d'intéressant dans le bouquin, et ce qui est très intéressant aussi, c'est que tu montres au travers notamment de la figure de Laurent Berger, de la CFDT, comment en fait certaines figures politiques syndicales arrivent à détecter. Tu parles même de François Bayrou aussi, qui détecte assez vite que Macron en fait est un pervers narcissique, qui ment constamment. Tu parlais de Richard Ferrand juste avant aussi, mais comment ça se fait que ces personnes-là qui détectent, qui lui montrent qu'il a tort, etc., ils parviennent pas en fait, ça percute pas en fait au niveau de alors il y a deux choses. Je me rends compte, Samuel, que j'ai pas répondu à ta question sur Hollande et sur la gauche, enfin, et sur ce qui a précédé Macron. Ouais. Mais je vais y répondre très vite après ce que tu viens de dire. C'est différent, c'est des registres différents. C'est-à-dire que Bayrou, c'est clairement, on a bien vu que c'est vraiment un médiocre. Ouais. Un médiocre. Opportuniste, donc avec une forme de confiance en lui qui est complètement dingue, et il est complètement hermétique à tout. Il a aussi une très haute idée de lui-même, et il se surestime aussi beaucoup, ce qui fait un point commun entre les deux, même s'ils ont des personnalités différentes. Bon. Berger, c'était intéressant parce que Berger, pour le coup, ça a été vraiment un face-à-face. Il a été mis en scène par les médias. Et le fait que Laurent Berger, CFDT, s'oppose à la réforme voulue par Macron, pour Macron, c'était intolérable. Parce que lui, c'est la raison, lui, c'est le raisonnable, et normalement, quand on incarne la raison et quand on est soi-disant le tenant d'une politique raisonnable, on a avec soi la CFDT. Ouais. Or, il ne l'avait pas. Donc ça le renvoyait à la médiocrité de sa réforme, en fait. Réforme qu'il a faite uniquement par rapport aux attentes de la Commission européenne. Je veux dire, avant même la présidentielle, il s'était engagé à ça, parce que c'était une attente de la Commission européenne. Du point de vue de la gestion des déficits. C'était vraiment quelque chose qui était presque demandé. Ouais. Et c'était un engagement européen. Donc, on retrouve toujours la souveraineté élitaire européenne en matière économique. Mais la réforme était mal pensée, elle était injuste, foncièrement injuste, on le sait, et il y avait d'autres manières de faire. Et le fait que Berger tienne autant, ça a permis de mettre en lumière des choses qui étaient qu'on ne voyait pas, voilà. Et notamment le côté extrêmement autoritaire de Macron, le fait qu'il mente, le fait qu'on peut lui dire des choses, lui mettre la vérité en face des yeux, il persistera à proférer des mensonges. Bon, c'est pas le niveau de Donald Trump, mais franchement c'était assez inquiétant. Parce que plusieurs fois, il a proféré des accusations contre Laurent Berger qui étaient factuellement fausses. Ouais. Et il les a répétées. Et Berger ne s'est pas laissé faire. Donc ça a permis de faire apparaître des choses, et c'est ça en fait qui m'a conduit à faire ce livre, parce que dans le discours de Berger, dans le discours plus large des opposants à cette réforme des retraites, on avait le même champ sémantique que les victimes de violences conjugales. C'était vraiment troublant. Ouais, c'est là où c'est intéressant dans le bouquin, c'est le pont que tu fais entre ça, les violences conjugales et les violences... Et si on a encore 2 minutes ? Ouais, je sais pas du tout. Ouais. Il nous reste 8 minutes. Bon, alors... non, juste dire que Macron, en fait, c'est vraiment le produit
des grands intérêts économiques, pour dire les choses rapidement, Ouais. et de grands intérêts économiques qui sont de plus en plus engagés dans la globalisation financière, Ouais. et qui sont de plus en plus impatients par rapport à ce qu'ils estiment être des réformes nécessaires pour que la France s'adapte aux exigences de la compétitivité. Enfin, on connaît tout le blabla. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les porte-paroles de ces grands intérêts économiques ont grosso modo évolué d'un discours qui consiste à favoriser l'alternance entre la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement, à un discours qui, au fond, récuse l'idée même d'alternance démocratique. À partir du moment où on sent que ça ne va plus se jouer comme ça aussi facilement. Et Macron symbolise ça. Et c'est un gros problème du centre d'ailleurs. C'est tout le problème du centre qui a été très longtemps dénigré. Par exemple, moi j'ai le souvenir d'un texte de Colombani en 2007, on parlait de 2007 tout à l'heure, où il attaquait Bayrou parce qu'il se disait, ce gars-là, il va perturber le jeu tranquille entre le socialisme, dont on attend évidemment qu'il soit plus libéral, qu'il s'adapte, etc., et une droite qui a enfin renoncé à son surmoi gaulliste et qui est maintenant totalement libérale et pro-européenne. Donc, Macron symbolise le fait que ces grands intérêts économiques se disent il faut empêcher le jeu de l'alternance démocratique, puisqu'on n'a plus l'assurance qu'il va empêcher l'arrivée au pouvoir de forces qui nous sont hostiles, en particulier de forces de gauche. Et Macron symbolise aussi, et c'est lié, l'impatience des milieux d'affaires. L'impatience, qui attendent ces réformes, qui ne viennent pas, que Sarkozy n'a pas fait passer, parce que les prédécesseurs de Macron avaient quand même si ils ont mis le doigt dans un système de pouvoir qui réduit quand même considérablement les possibilités en matière de politique économique et budgétaire, ils avaient quand même le sentiment qu'il fallait préserver les acquis sociaux les plus importants, du point de vue des équilibres de la société française. De Villepin, par exemple, typiquement. Villepin est comme ça, Chirac était comme ça, Mitterrand était comme ça, quoi qu'on en pense. Même Sarkozy avait un minimum de sens de ça, et Sarkozy a porté tous les espoirs de ces milieux-là. Il n'a pas pu les accomplir, bien qu'il ait fait le bouclier fiscal. Il y a eu la crise de 2008, et donc les milieux d'affaires étaient vraiment, ils n'en pouvaient plus. Et d'où la très grande inquiétude quand Hollande arrive au pouvoir, et d'où le fait qu'ils aient utilisé Macron pour relayer leurs préférences et ensuite le mettre en avant comme celui qui va finalement nous sortir totalement d'une alternance entre une gauche raisonnable et une droite raisonnable à partir du moment où on sent qu'une gauche radicale est en train de monter. Et qu'il y a là, évidemment l'extrême droite dont la présence au second tour de l'élection présidentielle est devenue quasiment quelque chose d'inévitable. Voilà. Il symbolise ça. Et en France et partout en Europe d'ailleurs, cette montée de la gauche radicale à cette époque-là, parce qu'il y avait Podemos, il y avait Syriza. Bien sûr, il y a selon les pays, c'est plus ou moins fort et plus ou moins durable, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se structurer autour aussi de la prise en compte du réchauffement climatique. Ouais, totalement. Marc, c'était un plaisir. J'aurais voulu parler de plus de choses avec toi, notamment même de Bernard Arnault. Il y a plein de sujets dans ce bouquin. Et du coup, j'invite vraiment tous les auditeurs, s'ils souhaitent en savoir plus et tout, à lire La pensée perverse au pouvoir et à découvrir ton travail. C'était un véritable plaisir. Je te remercie. Et puis, pardon pour les digressions. Il n'y a pas de hélas. De toute façon, et même si on avait tenu, je pense qu'on aurait parlé encore d'autres trucs et tout. Merci beaucoup, Marc.